Septièmement, excursion à Sfro. La route de Fès à Sfro est sûre dans ce moment. Et l'on n'est pas toujours ainsi. Les tribus des environs de Fès sont tantôt obéissants, tantôt en révolte. Suivant ces deux états, les chemins de Sfro et de Meknès sont tantôt sans danger, tantôt périlleux. À l'heure qu'il est, on circule sans le moindre risque sur l'un et l'autre. 20 août. Départ de Fès à 5 heures du matin. Pendant la première portion du trajet, je traverse la partie orientale du Séis, plaine unie, sans ondulation, sol dur, assez pierreux, couvert de palmiers nains. Vers 8 heures, le pays change, fin du Séis. J'entre dans une région légèrement accidentée. Collines très basses, à pente douce séparées par des vallées peu profondes, sol souvent pierreux, parfois rocheux, terre rougeâtre. À partir d'ici, on voit une foule de sources, de ruisseaux, dont les eaux, courantes et limpides, sont bordées de lauriers roses. À 9 heures, je passe à hauteur d'un très grand village, le Bhelil. Note de la rédaction. L'auteur traduit le nom du village marocain par le substantif so, au pluriel. Cependant, dans l'arabe classique, al-Buhloul, pluriel al-Bhelil, est un homme affable et jovial avec un très bon sens de l'humour. Dans le dialecte marocain, le mot a une connotation presque mystique. Un behloul est quelqu'un de plutôt étourdi que sot. Fin de note. Je passe à hauteur d'un très grand village, le Bhelil. Il porte, dit-on, ce nom parce que ses habitants prétendent descendre des chrétiens. Quelle que soit son origine, son état actuel est prospère. Les maisons y sont bien construites et blanchies. Autour s'étendent au loin de beaux et vastes vergers qui, avec ceux de Sofro et de Zorhoun, forment cette riche ceinture qui entoure et nourrit Fès. D'ici, on voit les jardins de Sofro qui s'allongent à nos pieds en masse sombre. Une pente douce y conduit. La ville est au milieu. Mais cachée dans la profondeur des grands arbres, nous ne l'apercevrons qu'arriver à ses portes. À 9h30, j'entre dans les jardins. Jardins immenses et merveilleux, comme je n'en ai vu qu'au Maroc. Grands bois touffus, dont le feuillage épais répand sur la terre une ombre impénétrable et une fraîcheur délicieuse, où toutes les branches sont chargées de fruits, où le sol toujours vert ruisselle et murmure de sources innombrables. Shaoun, Tazar, Sfro, Shtala, Bnimlel, Demnet, autant de noms qui me rappellent ces lieux charmants. Tous sont également beaux, mais le plus célèbre est Sfro. À 10 heures, j'arrive à la ville. De grands murs blancs l'entourent, elle a l'aspect propre et gai. C'est surtout en la parcourant qu'on est frappé de l'air de prospérité qui y règne. On ne le retrouve en aucune autre ville du Maroc. Partout ailleurs, on ne voit que traces de décadence. Ici, tout est florissant et annonce le progrès. Point de ruines, point de terrains vagues, point de constructions abandonnées. Tout est habité, tout est couvert de belles maisons de plusieurs étages, à extérieur neuf et propre. La plupart sont bâties en briques et blanchies. Sur les terrasses qui les surmontent, des vignes plantées dans les cours grimpent et viennent former des tonnelles. Une petite rivière de 2 à 3 mètres de large et de 20 à 30 centimètres de profondeur, aux eaux claires, au courant très rapide, traverse la ville par le milieu. 3 ou 4 ponts permettent de la franchir. Sofro a environ 3000 habitants, dont 1000 Israélites. Il y a 2 mosquées et une zaouïa. Celle-ci renferme de nombreux religieux appartenant aux descendants de Sidi el-Hassan Youssi. Note de l'auteur. Sidi el-Hassan Youssi est un célèbre marabout marocain qui naquit dans la première moitié du XIe siècle de l'Hégire, entre 1592 et 1640 environ. Note de la rédaction. En fait, il naquit en 1631 et mourut une soixantaine d'années plus tard. Fin de note de la rédaction. Voici quelques notes concernant sa personne.
Elles sont extraites d'un ouvrage écrit par lui-même, Muhadarat al-Sheikh al-Hassan al-Youssi. Ils m'ont été communiqués par M. Pilar, ancien interprète militaire. Je suis Al-Hassan bin Masoud, bin Mohammed bin Ali, bin Youssef, bin Ahmed, bin Ibrahim, bin Mohammed, bin Ahmed bin Ali, bin Ammar, bin Yahya, bin Youssef. Et celui-ci est l'ancêtre de la tribu. Ben Daoud, Ben Idrasen, Ben Yittaten. Sikh pour Yanantou. Voilà quelle était la généalogie de Youssef lorsqu'il vint se fixer à Harat Aqlel, bourgade du Ferkla encore bien connue aujourd'hui. Quant au qualificatif de Youssi, on disait originairement Yousfi, et ce nom rappelait l'ancêtre de notre tribu. Mais dans leur idiome, les gens de notre pays suppriment le fa. Mon maître fut le cheikh l'islam Abu Abdillah Sidi Mohammed Nasr Dri. Fin de citation et de notes. On remarque aussi beaucoup de turbans verts, insignes des Darqawa. Note de la rédaction. Les Darqawa sont les membres d'une confrérie soufie du Maroc dérivée de la Chadiliya et dont le fondateur était Moulay al-Arabi Darqawi, qui naquit dans la tribu des Nizroual au nord du Maroc en 1760 et mourut en 1823. Sa tombe se trouve au village de Boubrih, dans la province de Taounat, au nord du Maroc. Fin de note. Sofro tire sa richesse de plusieurs sources. Ce sont premièrement, le commerce qu'il fait avec les tribus des environs, Ait Youssi, Bni Warain, etc. Il leur vend les produits européens et prend en échange des peaux, et surtout de grandes quantités de laine. Ces dernières, parmi lesquelles celles des Bni Warain sont les plus estimées, sont lavées, nettoyées à Sfro, où ce travail occupe une grande partie de la population. Puis on les vend à Fès, parfois même directement à Marseille. Deuxièmement, le passage des caravanes du Tafilelt et le commerce qu'il fait avec Sabi Shorfa et le sud. Troisièmement, ses jardins. Elle exporte à Fès une multitude énorme de fruits, olives, citrons, raisins, cerises, etc. Le raisin est si abondant qu'on en fait d'excellents vins à 10 francs l'hectolitre. Note de la rédaction. Peut-être l'équivalent de 160 €. Fin de note. Quatrièmement, les poutres et les planches qu'il reçoit du Jbel Ait Youssi et qu'il expédie dans les villes du Nord. Ils sont toutes de bois, de cèdre. Chaque tronc donne, en poutres, 4 ou 5 charges de mulets. Ces cèdres poussent sur le territoire des Ait Youssi. D'autres tribus voisines, telles que les Bnimgild. Note de l'auteur. Sur le territoire des Bnimgild se trouve au milieu des forêts une source célèbre, Ain el-Leuh. Elle est, dit-on, à 2 journées de marche de Sfro, dans la direction du sud-ouest. Fin de note. D'autres tribus voisines en possèdent aussi de grandes forêts, mais les exploitent peu. La ville n'est sur le territoire d'aucune tribu. Il a un caïd spécial et dépend de la province de Fès. C'est ici que finit cette dernière. Au point où s'arrêtent vers le sud les jardins d'Osfro, commence le territoire des Ait Youssi. 21 août. Je reviens à Fès en passant au retour par le même chemin qu'à l'aller. Aujourd'hui comme hier, je rencontre beaucoup de passants sur la route. Âniers et chameliers conduisant des convois de fruits et de planches, voyageurs isolés allant à Sfro, caravanes partant pour le Sahara. Personne n'est armé, les femmes ne se voilent pas. Huitièmement, de Fès à Meknès. Parti de Fès le 23 août à 5 h du matin, j'arrive le même jour vers 4 h 30 du soir à Meknès. Entre ces deux villes s'étend une vaste plaine, le Séis.
borné au nord par les monts Tita, Zrhoun, Terrath et Zalar, à l'est par le flanc droit de la vallée d'Usbu, au sud par les monts Bhelil et Bnimtir, et s'étend à perte de vue vers l'ouest. Cette plaine se divise en deux parties de niveaux différents, l'une plus basse, ou Éphès, l'autre plus haute, ou Meknès. Elles sont unies par un talus en pente douce situé à environ moitié chemin entre les deux villes. Le séisme reste le même sur toute son étendue. Terrain très plat couvert de palmiers nains, pas la moindre trace de culture bien que le sol soit très arrosé. On traverse, outre une quantité de gros ruisseaux d'eau courante, 4 rivières. L'Oued Nza, gué au-dessous d'un pont de 5 arches, 10 à 12 mètres de large, 40 à 50 cm de profondeur, eau très claire, courant rapide. L'Oued Mdouma, 10 mètres de large, 40 à 50 cm de profondeur, eau claire, courant rapide. L'Oued Jdida, 8 mètres de large, 30 à 40 cm de profondeur, eau limpide et courante. L'Oued Wislaine, 8 mètres de large, 30 à 40 cm de profondeur, eau claire et courante. Durant toute la route, nous avons soit devant nous, soit à notre droite, le Jbel Zrhoun. Ce massif, sans autres arbres que ceux de ces jardins, est d'une fertilité extraordinaire. Ses pentes ainsi que le plateau qui le couronne sont couverts de vergers et de cultures. Elle est renommée pour ses olives, ses raisins, ses oranges et ses fruits de toute espèce. La population y est très dense. Du chemin en distingue à son flanc les masses blanches d'un grand nombre de villages. Ceux-ci renferment, dit-on, des maisons aussi belles que les plus belles de Fès. Les habitants du Zrhoun, comme les nomades du Saïs, ne parlent que l'arabe. Je passe quelques jours ici, attendant que Sidi Omar, le shérif qui doit me mener à Bouljad, achève ses préparatifs. Il faut de plus, chose aussi nécessaire pour le shérif que pour moi, chercher des stats qui nous protègent sur les territoires des Grouen et des Zemmour Shlha, où nous aurons à marcher dès le premier jour. Ces tribus sont toutes deux insoumises. Le bled Siba, pays libre, commence aux portes de Meknès, et le chemin y demeurera jusqu'au Tedla. Le Tedla en fait lui-même partie. Nous quittons donc pour longtemps les États du sultan. Le bled Marzen, triste région où le gouvernement fait payer cher au peuple une sécurité qu'il ne lui donne pas. Où, entre les voleurs et leurs caïds, riches et pauvres n'ont point de répit. Où l'autorité ne protège personne, menace les biens de tous. Où l'État encaisse toujours sans jamais faire une dépense pour le bien du pays. Où la justice se vend. Où l'injustice s'achète. Où le travail ne profite pas. Ajoutez à cela l'usure et la prison pour dette. Tel est le bled Mrzen. On travaille le jour, il faut veiller la nuit. Ferme ton l'œil un instant. Les maraudeurs enlèvent bestiaux et récoltes. Tant que l'obscurité dure, il tient la campagne. Il faut placer des gardiens. On ose sortir du village ou du cercle des tentes, toujours sur le qui-vive. À force de fatigue et de soins, a-t-on sauvé les moissons, les a-t-on rentrés. Il reste encore à les dérober aux caïds. On se hâte de les enfuir, on crie misère, on se plaint de sa récolte. Mais des émissaires veillent. Ils ont vu que vous alliez au marché sans y acheter de grains. Donc vous en avez. Vous voilà signalé. Un beau jour, une vingtaine de mchazni arrivent. On fouille la maison, on enlève et le blé et le reste. Avez-vous des bestiaux, des esclaves? On les emmène en même temps. Vous étiez riche le matin, vous êtes pauvre le soir. Cependant, il faut vivre. Il faudra ensemencer l'année prochaine. Il n'y a qu'une ressource, le juif. Si c'est un honnête homme, il vous prête à 60%, sinon à bien davantage. Alors c'est fini. À la première année de sécheresse viennent la saisie des terres et la prison. La ruine est consommée. Telle est l'histoire qu'on écoute à chaque pas, en quelques maisons que l'on entre. On vous la répète. Tout se ligue, tout se soutient pour qu'on ne puisse échapper. Leur caïd protège le juif qui le soudoie. Le sultan maintient leur caïd qui apporte chaque année un tribut monstrueux, qui envoie sans cesse de riches présents et qui enfin n'amasse que pour son seigneur, car tôt ou tard, tout ce qu'il possède sera confisqué, ou de son vivant, ou à sa mort. Aussi règne-t-il dans la population entière une tristesse et un découragement profonds.
On hait et on craint les caïds. Parle-t-on du sultan? Il est très cupide. Vous répond-on. C'est tout ce qu'on en dit, et c'est tout ce qu'on en sait. Aussi, combien ai-je vu de Marocains revenant d'Algérie envier le sort de leurs voisins. Elle est si doux de vivre en paix, qu'on est peu ou qu'on est beaucoup. Elle est si doux d'en jouir sans inquiétude. Les routes sûres, les chemins de fer, le commerce facile, le respect de la propriété, paix et justice pour tous. Voilà ce qu'ils ont vu par-delà la frontière. Que leur pays, si misérable, quoique si riche, serait heureux dans ces conditions. Note de la rédaction. Il paraît de ce qui précède que le jeune explorateur relate un point de vue partial, sinon biaisé. Dans le désir de passer incognito, il est clair qu'il a eu peu ou pas de contact avec les agents du Maghreb. Mais contrairement à ce qu'il dit dans l'avant-propos, on peut croire que beaucoup de musulmans avec qui il a eu des contacts ont vite compris qu'il n'était pas ce qu'il essayait de paraître. Il faut plus que des habits pour faire un juif marocain authentique. Il est donc fort probable que ces mêmes musulmans ont en plus dévoilé sa véritable nationalité et ont essayé de tirer profit de cette intuition en lui disant ce qu'ils voulaient bien entendre pour ménager à travers lui la superpuissance de la région à l'époque, comme il sera démontré dans l'épisode de Beljad. Un démenti de fait de cette lecture un peu naïve des attitudes des Marocains vis-à-vis de la France coloniale sera servi moins de 3 décennies plus tard. La campagne dite de pacification du Maroc, qui commencera en 1907, 5 ans avant le protectorat, pour ne s'achever qu'en 1934, 10 ans avant la publication du manifeste de l'indépendance, peut témoigner d'une réticence active ou d'un changement d'avis. Changement d'avis que Charles de Foucauld ne réussira jamais à s'opérer ou même à entamer. Au général Hubert Lyautey, le fraîchement nommé résident général, qui par lassitude lui exprime son souhait de quitter le Maroc, le moine de Foucauld répond le 25 août 1913 « Il faut rester ». Le paradoxe ne peut pas être plus saisissant entre l'homme de Dieu qui prêche encore la conquête militaire et le soldat hostile à l'idée d'une administration directe qui écrira 7 ans plus tard « Il faut regarder bien en face la situation du monde musulman et ne pas se laisser devancer par les événements. Ce n'est pas impunément qu'ont été lancées à travers le monde les formules du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les idées d'émancipation. Il faut bien se garder de croire que les Marocains échappent ou échapperont longtemps à ce mouvement général. Ce serait absolument une illusion de croire que les Marocains ne se rendent pas compte de la mise à l'écart des affaires publiques dans laquelle ils sont tenus. Et ils en souffrent. Et ils en causent. Ils ne sont ni barbares ni inertes. Ils se forment chez eux une jeunesse qui se sent vivre et veut agir, qui a le goût de l'instruction et des affaires. À défaut des débouchés que notre administration lui donne si maigrement et dans des conditions si subalternes, elle cherchera sa voie ailleurs. Il faut donc entrer résolument et vite dans une nouvelle voie. Fin de citation et de notes. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul.